Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de notre dispositif Coupe du Monde. Comme vous pouvez le voir, petit changement dans le studio aujourd'hui. On a des petits problèmes de lumière. Le studio, évidemment, a perdu ses lumières. Non, elles ont été empruntées pour un autre tournage, donc on est avec un petit système D aujourd'hui. Vous avez un petit peu plus d'ombre sur notre magnifique panneau bleu derrière. Style, Mais voilà, ça change pas grand chose. Les émissions sont toujours aussi pertinentes et ce sera le cas pour les 3 prochaines journées, donc habituez-vous. on le redira à chaque fois de toute façon. Voilà. Ah, salut Alex, bonjour. j'avais oublié de te Salut. présenter. Comment ça va? Ça va et toi? Tu es prêt pour ce petit match de l'équipe de France ce soir? Ouais, chaud patate, ouais. Bon, en vrai, pas trop d'enjeux, hein, on va pas faire semblant. Ah, attention Alexandre, attention, le piège. Non, je rigole, j'y crois pas du tout. J'avoue qu'en fait, on prend tellement de kiff à regarder cette équipe de France en ce moment qu'on n'a plus peur de rien. Ouais. Ce qui peut être De l'Espagne, quand même. une galère quand même quand on va arriver sur les gros matchs. Ouais. Moi, l'Espagne me fait très peur. Hein, ouais. quand même. Puis même le Maroc, ça peut quand même être un petit peu plus technique. Quand même. Ouais. Bon, encore faut-il passer le Paraguay. France-Paraguay, c'est donc ce soir à 23 h. Avant ça, on aura un Canada-Maroc, très alléchant aussi. J'espère que nos amis marocains passeront ce tour avec une belle prestation, comme ils l'ont fait contre les Pays-Bas. Mais donc, aujourd'hui, notre match du jour, enfin le match auquel on va s'intéresser en tout cas, c'est ce France-Paraguay, qui est donc un remake de notre 8e de finale de 1998, 28 ans après. Et justement, pour contextualiser un petit peu, tu vas remonter un petit peu le temps, Alex, pour parler un petit peu de l'histoire du Paraguay et comprendre comment justement son histoire a impacté sur son football national. Bah pas du tout. En fait, Ok, je cool, vais cool. vous débriefer la remise de la tête de Laurent Blanc sur David Trezeguet parce que comme on va se le bouffer là tous les jours jusqu'à samedi, je me suis... Non, c'est pas vrai. Non, on va là, très bien planter le décor. On va juste commencer avec une petite map pour situer le Paraguay parce que en fait, vous pensez Paraguay, vous pensez Chila verte et très vite vous devez penser homophobie et racisme parce que c'est ce qu'il dit dans toutes ses sorties. Donc on va plutôt parler démographie. Vous voyez le Paraguay. Ah, c'était bien l'effet là, j'ai bien aimé. Et tu mettras un petit fondu, genre le mec qui te rajoute du taf, alors que le gars est déjà sous l'eau, il a plus de vie. Le Paraguay est donc enclavé, pas d'accès à la mer, Brésil à droite, Bolivie en haut à gauche et l'Argentine au sud. À la différence de l'Ouzbékistan qui était Doublement enclavé. oui, Fort, t'as vu ça. comme je bosse. suis content, putain, ça me fait plaisir. Enfin, quelqu'un qui m'écoute. La dernière fois que j'ai parlé de l'Ouzbékistan, on m'a dit ils sont à la Coupe du Monde. Non. Vous êtes en même temps bizarre de lancer un sujet sur l'Ouzbékistan. Ouais, c'est vrai. Tu connais l'Ouzbékistan? Laissez-moi tranquille, monsieur. Tu connais la chanteuse donc 7 millions d'habitants pour les chiffres en 2026, c'est l'équivalent de la taille de la Californie. Et un paradoxe qui va nous intéresser beaucoup tout au long de cette chronique, c'est que c'est le 3e pays exportateur de soja au monde, ce qui est colossal, hein. Le soja c'est quand même une énorme industrie, avec un PIB par habitant d'environ 5 000 $. Ça ne parle à personne, c'est normal, enfin, sauf s'il y a des économistes qui nous écoutent et on en serait ravis. 5 000 $ par an, Ouais. pas par jour. Non. Et surtout, alors le PIB par habitant, c'est très simple, c'est la richesse totale produite par le pays qui est divisée par le nombre d'habitants. Donc en gros, si on partageait la richesse totale du PIB paraguayen au nombre d'habitants, ça ferait 5 000 $ par habitant. C'est à peu près l'équivalent du Maroc, donc tu vois que c'est censé être un pays qui a des richesses et qui pourrait être assez développé. Sauf que le problème, c'est qu'il ne va pas dans les poches de tout le monde, quoi. Ok. Je sais pas parce que tu vas du tout là avec cette introduction, mais non, mais c'était pour vous planter un peu le décor, de dire voilà le Paraguay. En fait, j'ai trouvé ça très marrant que tu expliques le concept du PIB, que tu divises par le nombre d'habitants et ça fait le PIB par habitant. Ouais, mais je sais pas, ça me paraissait important de le préciser. Moi, je suis un peu teubé en économie et j'aime bien qu'on me dise les trucs, tu sais, de façon très bas de bas de fond, quoi, bas du fond. Ouais, je sais pas comment on dit. Tu me fais chier, Val. Vas-y, je t'en prie, du coup, ce Donc paradoxe, il se résume en un chiffre. 2% de la population possède 80% des terres agricoles du pays. Niveau partage des richesses, on n'est pas sur un truc qui est complètement dingo. Ouais. Et pour être précis, ça ne concerne pas que le soja. Le Paraguay exporte aussi de la viande bovine, de la stevia, du bois et vend aussi de l'électricité. Ils aiment bien déforester un petit peu, non, je crois. Ah ouais, tu vas voir. Ouais, c'est quand même que des choses qui impliquent. Il a été des arbres. le premier déforestateur mondial pendant plusieurs années, mais on en parlera plus tard dans cette chronique. Et il a aussi un grand barrage hydroélectrique dont on va parler plus tard, qui a été construit sous la dictature. Donc des ressources, il y en a, même sans accès à la mer. Mais je vais vous expliquer grossièrement comment on est arrivé à un tel degré de concentration des richesses chez une niche
et pas une redistribution plus ou moins égalitaire sur tout l'État. Bon, donc de tête comme ça, je dirais en 1864 à peu près. Putain, on dirait que tu y es fiche, c'est fort. Gros C'est la naïf, période à ouais. laquelle il faut remonter en gros. Ouais, c'est ça. exactement. C'est un des pays qui a connu quand même le Paraguay, l'une des guerres les plus dévastatrices de l'histoire de l'Amérique latine que je ne connaissais pas du tout. C'est la guerre de la Triple Triple Alliance. Ouais. On fait pas trop. On fait pas trop, ça va se voir. Tiens, donne-moi ça. Qui a duré de 64 à 70. Le Paraguay va affronter simultanément le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. 1800. Ouais, 1800. Je sais pas si j'ai dit 1900. Non, t'as dit c'est 64 bien, à 70, c'est Ah pour oui, ça oui, que c'est je bien, précise ça. c'est bien fin 19e. Et il affronte ces pays parce qu'en gros, je vais pas rentrer dans les détails, mais il a un peu essayé de chercher la merde avec tout le monde. Finalement, les trois se sont ligués contre lui et ça va être une guerre catastrophique hein, parce que le pays va perdre 60 à 70% de sa population, Ah oui, c'est pas mal. ce qui est colossal. Et tiens-toi bien, c'est assez unique, je crois, dans l'histoire. 90% des hommes adultes. Il n'y a plus d'hommes, quoi. Ah ouais, il n'y a plus d'hommes. Il reste que 10% d'hommes, le reste c'est des femmes, des enfants et des vieillards. Et pour atteindre des chiffres aussi dramatiques, tu te doutes bien, il n'y a pas que les armes qui ont fait ça. En fait, ils ont aussi souffert d'une épidémie de choléra, de la famine liée au blocus. La guerre, quoi. La guerre et ouais, ses conséquences. et de maladies, et ça va complètement décimer la population. Ok. Et donc là, comment est-ce que tu construis, Ouais, reconstruis faut une tout population? reconstruire. Alors, Il y a par des curiosité, hommes qui ont attends, envie. par curiosité, je me suis dit, tiens, 10% de population masculine, est-ce que ce serait pas le meilleur moment de mettre des femmes au pouvoir? Ah oui. Eh ben non. Bah, quand même pas. Attends, Non. on est en 1860, j'ai Ouais, du mal à ouais, croire bah, que. non. Je croyais que tu allais me dire une autre dinguerie. En mode, ouais, les 10%, hein? Ça a bossé. J'ai cru que tu allais partir là-dessus, j'étais en mode, wow, ok. Non, pas du tout. Non, juste encore une belle preuve que l'histoire. Ouais, non, mais les femmes, laisse tomber les femmes avant le 21e siècle. Déjà, au 21e siècle, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu limite. Donc en fait, non. Alors il y a aussi une raison, c'est que le pays est un peu régi par les pays vainqueurs, donc Brésil, Uruguay et Argentine. Ce qu'on peut dire simplement, c'est quand même les femmes ont eu un rôle essentiel dans la reconstruction sociale et économique du pays parce qu'elles ont vraiment participé. Enfin, c'est même elles qui ont généré les richesses en travaillant la terre. Ouais, bah mais ça m'étonne pas exactement. non plus. Ouais. C'est toujours les femmes qui sont à l'origine de la reconstruction des pays. Enfin, c'est classique après tout. Oui, complètement, comme après la Seconde Guerre mondiale. Donc on va avancer dans le temps parce que le pays va connaître une grosse instabilité politique. Je crois qu'il y a 31 présidents qui vont se succéder entre la fin de cette guerre et 1950 à peu près, qui est l'année qui va nous intéresser. Parce que dans cette année-là, donc en 1954 précisément, il y a un homme qui va émerger de tout ce chaos. Je vous fais je passe un peu rapidement sur la période du début du XXe parce que comme je le disais, c'est beaucoup de guerres civiles, de gouvernements fantoches. On va pas, ouais, voilà. De toute façon, tout le monde s'en fout. Personne ne nous regarde. Et donc, il y a un homme qui émerge. Faut que j'arrête de dire ça à toutes les chroniques. C'est Alfredo Stroessner. Je pense que ça se dit comme ça. Tu veux une anecdote de ouf? Ouais. En venant, j'ai écouté. Attends, j'avais oublié les anecdotes de ouf de Val. Je suis tombé sur un extrait Je m'assois. de Émilien des 12 coups de midi. Ouais. Qui répondait à une question sur ce gars-là, mais qui sortait genre de nulle part. Je savais que ce serait nul, mais je pensais pas du tout que ce serait aussi nul. Attends, mais en venant, tu regardais des extraits des 12 coups de Je suis midi. tombé, l'algorithme Instagram m'a foudroyé encore une fois. C'est quoi cet algo de merde? Mais non, c'est Emilien qui a ouf. Tu vois pas qui c'est ce mec-là? Si, je vois très bien qui malade. c'est. Bon, bref. Alfredo Stroessner, comme ça qu'on dit? Bah ouais, je pense. Okay. Ouais, j'aurais dit Stroessner, mais peut-être pas. Quoi qu'il arrive, ça fait pas très paraguayen. Ouais, elle était bien cette relance. Hein. Je savais qu'elle allait te plaire. J'avais même préparé une petite réponse, je vois que ton oreille est toujours aussi affûtée. C'est terrible, c'est terrible. Alors effectivement, de toute façon, moi je savais qu'il y aurait un craquage aujourd'hui. J'aurais été sûr et je savais que ça allait tomber sur moi. Pas dormi de la nuit. C'est le fils d'un immigré allemand et d'une mère paraguayenne. Il entre à l'académie militaire, donc il est né au Paraguay. Il entre à l'académie militaire à 17 ans et il va être marqué par une guerre très importante. Je vous ai dit, hein, la période instable du Paraguay. Il y a une guerre contre la Bolivie qui s'appelle la guerre du Chaco, qui dure de 32 à 35 et c'est une guerre pour le contrôle d'une région, pareil je rentrerai pas dans les détails, mais qui va faire quand même 100 000 morts, majoritairement des Boliviens.
Et notre ami Alfredo, il va être particulièrement impacté par cette guerre, mais pas forcément dans la manière dont tu le penses. On n'est pas sur un traumatisme, hein. Ah ouais. C'est juste que ça Il va a lancer kiffé. ouais, en gros, c'est ça. Ça va lancer sa carrière politique et sa carrière dans l'armée. Il va gravir les échelons jusqu'à devenir commandant en chef des forces armées en 51, donc à seulement 39 ans. Donc on est vraiment sur la carrière du militaire pur et dur qui est dans le respect de la loi et de la hiérarchie qui est formé par cette institution qui est en fait la seule valeur un peu stable du pays dans tout ce chaos et ces successions de gouvernements, quoi. Il n'y a que l'armée qui tient Ok. finalement. Et du coup, il va prendre le pouvoir? Ouais, alors il va prendre le pouvoir. En 47, il y a une énième guerre civile et donc il y a deux camps qui s'opposent. Elle va faire entre 5000 et 10 000 morts. Et il va encore une fois se distinguer parce que C'est de cette moins fois... en moins quand même à chaque fois les morts. Ouais, Tu me diras, il n'y en a plus. Donc, ouais, c'est ça, à un moment, il n'y a plus c'est personne, horrible. quoi. Et là, il va se distinguer, mais cette fois, pour son sérieux et le respect des ordres, en gros, de réprimer la population et de tirer dans la foule et d'appliquer les ordres du gouvernement. C'est là qu'il va atteindre le sommet de sa carrière, donc en 54. Il est donc chef des armées. Le président de l'époque, Federico Chavez, facile à dire parce qu'il y a toujours un Chavez en Amérique latine, C'est vrai. sent le vent un peu tourner et se dit je vais quand même peut-être militariser un peu ma police face à l'armée parce que finalement il n'y a que l'armée qui incarne ce contre-pouvoir. Notre ami C'est Alfredo souvent le bon prend, signe, ça. Quand tu commences à ouais, militariser la police, c'est que. c'est ça. Pour contrebalancer avec l'armée, tu te dis, bon, la strat est pas ouf, ou en tout cas, t'as pas senti le vent tourner. Notre ami Alfredo, ça lui plaît pas du tout, du coup, il va faire un coup d'État. Un coup d'État pas trop violent, il y aura qu'une vingtaine de morts. Et le 4 mai, ses troupes attaquent le quartier général de la police. Le président Chavez se réfugie dans une école militaire. Il va quand même organiser des élections, quelques Ah ouais. mois après le coup d'État, histoire de faire bien, sauf qu'il n'y aura pas de parti d'opposition, il sera tout seul à se présenter. Résultat, 98% des votes. Pas mal, ouais. Ce qui est un score tout à fait correct pour un dictateur. Moi, je comprends toujours pas pourquoi à chaque fois ils s'emmerdent à mettre 2%. Bah ouais, ouais. C'est assez ridicule. Franchement, je c'est trouve. pas mal quand même. Alors qu'un bon 100% qui pète là, Oui, c'est tu vrai. vois, autant y aller à Ouais, fond, je suis quoi. d'accord, je suis d'accord. C'est bon. 101% de Tottenham, il pourrait faire. Ouais, bah tant Truc qu'à marrant, faire, ouais. tant qu'à faire. Il va rester au pouvoir pendant 35 ans et il va mettre en place une vraie dictature. Alors il est bien soutenu par les États-Unis, hein. On ne découvre pas les ingérences, waouh, compliqué ce mot. On découvre pas les ingérences américaines en Amérique latine, mais il faut savoir que notre ami Alfredo, il est un très bon rempart anticommuniste. Parce que déjà, le gouvernement à l'époque avant lui était anticommuniste. Les guerres civiles étaient souvent un peu contre la gauche un peu extrême selon le gouvernement, qu'il n'avait pas hésité à réprimer par le sang. Donc Nixon ira même jusqu'à dire de son régime que c'est un modèle de démocratie viable pour l'Amérique latine. Et quand tu as le tampon de Nixon, mon petit pote, autant te dire que tu peux dormir tranquille. Donc voilà comment il lance son règne. Donc en fait, on a un général qui a vraiment aucune opposition, qui en plus de ça est soutenu par les États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah, première mesure, Qu'est-ce qu'il va faire de tout ce pouvoir, justement? ouais, bah, il va rendre l'accès aux écoles, pas du tout. Il décrète un état policier, direct. Ouais, Première ouais. mesure. Dans les faits, toute critique contre le régime est considérée comme une menace contre l'État et brutalement réprimée. Donc voilà, on a les caractéristiques de la dictature et un culte de la personnalité, évidemment, avec sa tête en 10 par 10 Ouais. partout dans le pays. Génial. Un petit bilan peut-être de mort? Ouais, humain, bah, on est sur un bon taré, hein. Là, je suis pas rentré encore dans le sordide, mais on va y aller. Le régime a enregistré près de 20 000 cas de détention, plus de 18 000 cas de torture, 4 000 personnes disparues et entre 4 000 et 5 000 morts. Un tiers de la population, soit environ 2 millions de Paraguayens, a fui le pays sous la dictature. Je vous rappelle qu'ils étaient qu'ils sont 7 millions maintenant, mais qu'ils étaient encore moins à l'époque, surtout après la guerre de la Triple Alliance. J'étais en train de me dire que j'étais content de savoir qu'il y avait encore 2 millions de personnes dans ce pays. Ouais. Et là, on rentre dans le Grande Alfredo. Il a offert la nationalité paraguayenne à Joseph Mengele, qui est donc le médecin d'Auschwitz. Mettre médecin et Mengele dans la même phrase, c'est toujours un crève-cœur. C'est peut-être la personne la plus ignoble que la Terre ait jamais portée. À égalité avec Alfredo, vous allez le voir, parce qu'un autre de ses petits kiffs, c'était les filles de 10 à 15 ans. On parlait de guerre froide, donc on est aussi en pleine période de l'opération Condor. Alors l'opération Condor, on va faire simple, ouais. Déjà rien que le nom, ça claque. On en avait parlé pour le Mexique. Ouais, tout à fait. C'est une coalition entre des pays d'Amérique latine qui vont traquer les opposants, majoritairement communistes.
C'est pas les États-Unis qui ont lancé cette opération, mais vous vous doutez bien qu'en pleine crise avec l'URSS, ça les arrange quand même pas mal. Ouais, ils l'ont un peu financé, oui. Alors voilà, ce qu'ils vont faire, c'est que comme avec le Mexique où ils laissaient passer un peu la drogue parce que ça arrangeait un peu tout le monde, là ils vont militariser, former et envoyer de l'argent aux Paraguayens. Donc ça va ruster sur le pays et de façon assez rapide. Straußer, attends pardon, je veux le dire bien, Stroessner, le dictateur encore en place, il n'est pas juste un exécutant de cette opération Condor. En fait, il fait du Paraguay l'une des plaques tournantes de l'information. C'est-à-dire que tout le réseau qui est mis en place pour débusquer les ennemis de l'État, ça passe par le Paraguay. Donc il y a cette collaboration avec les services secrets argentins, chiliens, uruguayens, boliviens et brésiliens. Et au final, on a les chiffres de ce que ça a représenté, cette opération Condor. C'est quand même 50 000 morts. Donc sur une opération pour protéger la nation, c'est pas mal. 30 000 disparus et 400 000 prisonniers. Et pour te prouver que le Paraguay était au centre de tout ça, en 92, il y a un juge qui a retrouvé dans un des sous-sols d'un centre de police de Asunción, qui est la capitale du Paraguay. J'aurais dû te le demander là. Je pense je l'avais, ça. Tu l'avais ? Facile. Il a retrouvé ce qu'on a appelé les archives de la terreur, qui sont 5 tonnes de documents secrets qui prouvent l'existence de ce réseau et qui sont aujourd'hui à l'UNESCO, protégés à l'UNESCO en mémoire de cette tragédie. Ouais. Moi, je me demande à chaque fois qui pèse ça. Ah, mais je pense que ça doit être un truc très con de qu'est-ce qu'il nous faut comme outil pour transporter les documents. Et que là, tu vois, ils doivent se dire, je pense que c'est ça, tu vois. Ah oui, moyen, t'as raison, Ouais. putain. Merci pour cette réponse Ouais, quand tu veux, mon très vieux. éclairée. Ouais. Comment il va faire justement pour... Attends, je lis littéralement ta relance. Oui, bah, il y a un moment, on en peut Comment plus, il va on en faire peut pour plus, tenir aussi longtemps justement ce Stroessner? Eh ben, il va gaver tout le monde, enfin gaver comme des oies, pas comme pas exaspérer. Tu sais, on peut prendre dans les deux sens. Et c'est là qu'on va retrouver notre problématique du début, comment les terres ont été partagées de façon aussi inégale pour s'assurer la loyauté de ses chefs, des militaires et des cadres de son parti. Et ben, il va distribuer les terres du pays, mais pas des petits lopins de terre à droite à gauche. Tu vois, de 54 à 89, c'est 8 millions d'hectares de terres qui vont être distribuées, soit un tiers de toutes les terres agricoles du pays. C'est assez colossal. Donc des généraux, des hommes politiques, des entrepreneurs, tout le monde va croquer, même un dictateur nicaraguayen. Si tu couples ça au financement des États-Unis, eh ben, l'économie du pays va prendre un petit boom à ce moment-là. Et en fait, ça va permettre de construire des routes, de construire des hôpitaux, de développer des écoles. Mais en fait, tout ça, sur le papier, on se dit c'est super, sauf que ce qu'on va voir très vite, c'est que ça va bénéficier à 2% de la population qui va exploiter les 98 autres pourcents de la population qui n'auront ni accès à ces hôpitaux, ni accès à ces écoles et qui vont juste en fait cultiver la terre, mais sans en bénéficier à aucun moment. Donc ça peut être le soja, ça peut être l'élevage de bovins et ainsi de suite. Mais Putain, mais Bernard Arnault, il doit être dégoûté d'entendre ça. ah ouais, là, Il va se dire, putain, mais attends, j'aurais pu si faire ça, j'étais moi. né 100 ans plus tôt, qu'est-ce qu'on aurait été bien, enfin 80 ans plus tôt. Donc cette croissance, elle s'appuie sur absolument rien et c'est proches en fait qui vont s'enrichir sur le dos de la population. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est qu'on peut se dire que ça va s'arrêter dans les années 90 à sa chute. Bah non, c'est encore le cas aujourd'hui au Paraguay. Okay. Attends, je vais essayer d'aller chercher un cheveu pour le mettre sur la soupe. Pour savoir ta transition avec la sélection là. Ah ouais, là on est sur un gros cheveu. Non mais simplement pour parler du foot, bah en fait cette gestion de la société est désastreuse. Elle est aussi désastreuse dans le foot parce qu'il y a très peu de moyens qui sont donnés, ça ne l'intéresse pas. Et du coup, bah, la sélection pendant le règne de Stroessner, elle a aucun point. Ouais. Voilà, c'est ça, pardon. Elle a aucun point fort. Elle gagne une Copa América en 79 quand même. Elle va participer à 2 mondiaux en 58 et en 86, mais sans passer le premier tour. Donc ces grandes heures vont venir bien après, en 98, en 2002, en 2006 et là aujourd'hui avec la sortie de l'Allemagne. Et c'est en fait, il y a quand même eu une petite période après, bon c'est après Stroessner, mais entre 98 et 2010, il y a quand même eu des performances, des résultats. Ouais, carrément, c'est ce que je disais. Des huitièmes de finale. C'est ce que je disais, ouais, c'est que c'est à la chute de la dictature parce que le pays va s'ouvrir, parce que les clubs vont pouvoir travailler, je vous le raconterai tout à l'heure. Mais avant ça, le Paraguay n'existe pas vraiment sur la scène internationale. Parce que du coup, le frérot là, quand est-ce qu'il se fait éjecter du pouvoir? Bah, il est destitué en 89, c'est son propre gendre qui le renverse avec un coup d'État, il le menace avec un pistolet, il dit maintenant tu
dégage. Il dégoupille même une grenade devant lui et il lui dit soit je fais tout péter, soit tu te rends et on arrête le carnage. Il promet la démocratie. Encore raté. Qui aurait pu prédire? On commence à en avoir l'habitude. Il l'envoie quand même tranquille au Brésil. Il va couler des jours heureux. C'est un bon repère le Brésil si t'as des problèmes ça avant dans la revient vie, souvent quand même. Dès qu'on parle ouais, de l'Amérique latine, le Brésil, c'est the place to Ouais, be, bah, quoi. bien sûr, ouais. On est peinard. Son parti, le parti Colorado, qui était déjà le parti qu'il avait fondé avant de prendre le pouvoir, est encore à la tête de l'État aujourd'hui. Depuis sa destitution, le parti a quand même remporté 6 élections sur 7. Tout ça pour vous dire qu'absolument rien n'a changé finalement. Il y a même un système moyenâgeux qui est toujours en place là-bas. C'est que si tu veux un emploi public au Paraguay, il faut montrer sa carte du parti Colorado. C'est-à-dire que tu es obligé, et ça date déjà de son règne, mais c'est quelque chose qui a perduré. Donc en fait, tout le monde s'est gavé et à sa chute, tout le monde s'est dit ouais, la démocratie, c'est quand même un peu relou, quoi. On n'est pas bien entre nous, là, à tous partager, à avoir le pays à notre main, et donc rien ne va bouger. Et donc ça, encore aujourd'hui, c'est toujours... c'est toujours les mêmes familles qui en profitent. C'est les descendants des généraux qui avaient reçu des terres et qui sont maintenant des immenses producteurs de soja qui brassent des millions. Et à côté d'eux, il y a des entreprises étrangères parce que certains ont vendu des parcelles de leurs terres à des Brésiliens, le retour, tu vois, même quand c'est pas chez eux, ils viennent un peu faire chier, et qui vont exploiter à grande échelle. Et on en parlait, le désastre écologique, Val, le Paraguay a eu pendant plusieurs années le taux de déforestation le plus élevé du monde, c'était ça la stat exacte. Et il y a des, alors ça c'est ouf, tu vas voir, il y a des entreprises brésiliennes d'élevage qui ont même obtenu des licences pour déforester des réserves de biosphère classées par l'UNESCO. Et alors, il y a un article du New York Times, pour vous dire que tout ça ne sort pas de ma tête, qui dit clairement « Le Paraguay est l'un des pays d'Amérique latine où l'écart entre les riches et les pauvres s'est le plus amplifié ces dernières années. » Tout ça pour conclure ce petit bloc et simplement dire qu'on est sur on est sur une gestion catastrophique, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui fait justement que le football a réussi quand même à un peu exister sur la scène internationale pendant cette fameuse quinzaine d'années en tout cas? Pour revenir à la période plus récente et qui est plus joyeuse, en tout cas pour les Paraguayens, ou moins oppressante, surtout après cette victoire contre l'Allemagne au tir au but, là. C'est une combinaison de facteurs. D'abord, évidemment, la fin de la dictature qui libère l'espace civil. Les clubs peuvent enfin se structurer librement et donc dans les années 90 à 2000, les grands clubs paraguayens investissent massivement dans la formation. Il y a le club de Guarani qui va même chercher Fernando Jubero, je pense, hein, même en catalan. Ah non, peut-être pas. T'as raison, c'est du catalan. Ouais, qui est l'ancien détecteur de la cantera du FC Barcelone et qui va refondre entièrement la politique de développement des jeunes avec des nutritionnistes, des psychologues, la mise en place de vrais protocoles de suivi. Exactement, donc ça va permettre de professionnaliser tout ce football qui était un peu à l'abandon. Il y a pas mal de joueurs qui vont commencer à s'exporter en Argentine. On les connaît un peu les joueurs quand même paraguayens. Ouais, tu vois, ils sont identifiés en tout cas. Carrément, on en a pas mal qui sont venus jouer en Europe aussi. Mais en tout cas, dans ces années 90-2000, c'est ce déclenchement, cette refonte de la formation qui a permis de vendre des joueurs à l'étranger, de récupérer de l'argent sur cette vente de joueurs, d'encore plus investir dans la formation et de créer un cercle un peu vertueux qui a mené plus tard à cette qualification au Mondial 98, au 8e de finale contre la France et au parcours après très réussi, et notamment là où ils vont rejouer un 8e de finale de Coupe du Monde. Et puis, plus globalement, pourquoi le foot est éminemment important là-bas, c'est que déjà, quand tu nais paraguayen, tu n'as pas gagné à la loterie de la vie. Et surtout, tu as quand même 95% de chances de tomber parmi... Alors, il y a une classe moyenne qui s'est développée maintenant, hein, on n'est plus sur un écart très inégal. Mais c'est ultra inégal et surtout, c'est des très très riches et des très très pauvres, donc ça crée des écarts intenses. Et forcément, tu n'as un peu que cette soupape pour fédérer, et en tout cas oublier un peu que surtout tu as un plafond de verre au-dessus de la tête qui est pas un plafond de verre, qui est un plafond de plomb. Parce que si tu n'as pas accès aux terres, tu peux être fonctionnaire en prenant ta carte au Parti Colorado, mais c'est pas toi qui va créer une entreprise, développer des ressources. Il n'y a pas de perspective d'évolution, quoi. Ça reste un marché très primaire. C'est ça, et c'est là où le foot secteur primaire, je veux dire. Exactement, et c'est là où le foot est. Tu te rappelles quand on parlait de la vallée de la Chota, où donc pour la faire simple, hein, une vallée mystique en Uruguay, en Équateur, dont les joueurs seraient issus, et qui en fait investissait tout sur le football et laissait tout de côté parce qu'ils pensaient que le foot était le seul moyen de survie.
bah là, le foot, c'est presque le seul moyen de sortir de cette misère. Donc ça explique aussi que... Ce qui explique déjà que ça reste quand même un sport quand même ultra élitiste, donc c'est quand même pas non plus une porte de sortie. Oui, ouais, c'est clair. Élitiste au sens où il y a très peu d'élus Ouais, bien sûr. au départ, par rapport au nombre de candidats au départ. Et donc je vais finir par un chiffre qui confirme tout ce qu'on dit depuis le début. La croissance, malgré une croissance économique moyenne de 4% par an depuis 10 ans, ce qui est quand même une bonne stat, un Paraguayen sur 4 vit encore dans la pauvreté. Et ce taux de pauvreté, il a reculé que de 5 points en 10 ans. Donc si on compare entre la croissance qui augmente et la pauvreté qui ne diminue pas, on a tous les chiffres qui prouvent que en fait, ce pays est régi de manière à enrichir les plus riches et à laisser pauvres les plus pauvres. Et voilà, c'est ça qu'on voulait mettre en avant dans cette chronique aujourd'hui. Ce que j'adore. Pour vous présenter un autre versant du Paraguay qu'on connaît beaucoup moins que Chilavert l'homophobe et qui était quand même assez intéressant, je trouve. Bah, trop bien, merci Alex. C'est un peu dommage de faire cette chronique le jour où ils jouent la France parce que du coup c'est quand même probablement leur dernier match. En même temps, c'était aujourd'hui ou jamais, quoi. Aujourd'hui ou jamais. Mais soyez empathiques, c'est pas chose 3-0. importante quand même, je voulais rappeler que le Paraguay n'est pas du tout bénéficiaire de l'élargissement de cette Coupe du Monde à 48, puisque le Paraguay a fini en phase éliminatoire devant le Brésil, et donc c'est le Brésil qui a bénéficié justement de l'extension de ce format de Coupe du Monde. Et le Paraguay a toute la légitimité du monde à participer à cette Coupe du Monde, et même à se retrouver en huitième de finale, surtout après son élimination contre l'Allemagne, avec une performance qui était tout à fait remarquable, que ce soit défensivement, mais même offensivement. Il y a quand même des joueurs très intéressants dans cette équipe, qu'on a quand même du coup un peu envie de revoir, mais voilà. Merci Alex pour cette superbe chronique. J'en profite, je fais une petite aparté qui n'a rien à voir. Il y a Foodwatch, l'association qui milite pour mieux manger, qui a lancé une campagne de communication pour faire en sorte que des produits soient en supermarché à un prix tout à fait accessible pour tout le monde, et pas comme le vendent les grandes plateformes de supermarché et de consommation. Et ils ont justement lancé une petite vidéo à ce sujet-là. Je vous invite à aller voir leur compte Instagram pour signer la pétition aussi, et pour justement essayer de faire bouger les choses. Voilà, un petit message d'utilité publique. Bien sûr, tu fais servir de notre audience avec ces 50 personnes qui nous écoutent. Promouvoir des messages. T'as pas des bonjours à faire là, tant qu'à faire? Non, justement. Et on a encore une émission à enregistrer après, Alex. Donc il faut qu'on se magne. Ouais, parce que moi je travaille après. On fait ça pendant la pause déjeuner en fait, si vous voulez tout savoir. Voilà. Donc on va vous dire très gentiment merci d'avoir suivi cette émission. À demain pour une nouvelle émission, et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut!